Bonjour, je suis enseignante en économie, mais aussi en management et en droit, en BTS tertiaire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de la croissance économique et notamment de son calcul. On parle souvent du PIB, mais ça reste un concept relativement théorique, mal compris, notamment donc avec la notion de valeur ajoutée. Donc nous allons essayer d'éclaircir cette notion de valeur ajoutée, voir comment en France la croissance peut reprendre, ce qui est un enjeu important, aujourd'hui encore plus après cette pandémie donc sanitaire, comment donc on va pouvoir renouer avec la croissance. Je vous propose de voir une petite animation donc qui est tirée de Dessine-moi l'économie, qui va vous permettre donc de voir comment on passe de la production à la valeur ajoutée et donc au calcul du PIB. Nous reviendrons ensuite sur quelques points en donnant des exemples et d'autres explications. Qu'est-ce que le produit intérieur brut? Le produit intérieur brut, PIB, est un indicateur qui mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans le pays en une année. Pour calculer ce PIB, une des possibilités est d'additionner les valeurs ajoutées de tout ce qui est produit dans le pays. On distingue deux types de valeurs ajoutées. Les valeurs ajoutées des productions non marchandes, c'est-à-dire celles produites par les administrations, comme une heure de cours réalisée par un enseignant. Et les valeurs ajoutées des productions marchandes, c'est-à-dire celles produites par des entreprises privées. Elles sont égales à leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix des produits, multiplié par la quantité de produits vendus, moins l'ensemble des biens et des services détruits ou transformés lors du processus de production, c'est-à-dire les consommations intermédiaires. La notion de prix se retrouve donc dans les valeurs ajoutées utilisées pour le calcul du PIB. On parle de PIB nominal. Or, si les prix augmentent d'une année sur l'autre, le PIB va augmenter alors que la quantité produite n'aura pas augmenté. Pour pouvoir comparer le niveau de richesse d'un pays d'une année sur l'autre, il faut donc enlever la variation des prix pour se rendre compte uniquement de la variation des quantités produites. Pour cela, on utilise l'indice des prix à la consommation, IPC, mesuré par l'INSEE. On obtient alors le PIB réel. Attention, si on souhaite comparer le niveau de richesse entre pays, il faut convertir les PIB dans une monnaie unique, le dollar PPA, parité du pouvoir d'achat. Celui-ci permet de gommer les différences de niveau de prix entre les pays. Il faut également prendre en compte le nombre d'habitants par pays. Plus il y a d'habitants, plus la production globale peut être importante. On divise alors le PIB de chaque pays par le nombre d'habitants du pays. On obtient alors le potentiel de richesse de chaque habitant. Cependant, la richesse d'un pays ne se limite pas forcément à sa production, mais pourrait également prendre en compte la qualité de vie dans ce pays. D'autres indicateurs, comme le bonheur intérieur brut, BIB, intègrent la santé ou l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, par exemple. Ces nouveaux critères sont encore difficilement mesurables, mais permettent d'entrevoir une nouvelle approche de l'économie. Voilà, nous venons donc de voir le calcul du PIB. Nous allons revenir sur certains points. Donc, comme on vous l'a dit, il va mesurer la richesse créée donc par le pays. Le PIB donc est la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire que l'on va additionner la valeur que chaque entreprise va ajouter lors du processus de production, donc pour fournir des biens et ou des services marchands, non marchands. On parle d'ailleurs parfois de produits à forte valeur ajoutée. Produit à forte valeur ajoutée, par exemple, ça va être un ordinateur. C'est sûr qu'à partir de composants, il faut un certain savoir-faire, une certaine valeur ajoutée pour le transformer donc en un ordinateur. La baguette est un produit à faible valeur ajoutée. Alors si on prend d'ailleurs cet exemple, pour produire une baguette qu'une entreprise vendra à 1 euro,
elle va acheter, donc par exemple, pour 45 centimes de consommations intermédiaires. C'est-à-dire, dans notre exemple, de la farine, du sel, de la levure, de l'électricité. Ce sont des produits fournis par d'autres entreprises qui vont être donc transformés lors du processus de fabrication de la baguette. La valeur ajoutée pour cette entreprise sera de 55 centimes. 1 euro, le prix de vente, moins les 45 centimes. Donc c'est la valeur qu'elle a ajoutée. On peut prendre notre exemple dans les services avec Uber Eats. Donc elle va créer de la richesse en livrant des repas. Donc cette richesse, c'est la différence entre le prix du plat et le prix du plat livré. Attention, on ne déduit pas les salaires dans le calcul de la valeur ajoutée. Ce ne sont pas des consommations intermédiaires. En effet, c'est justement la valeur ajoutée qui va permettre de rémunérer le facteur travail, donc verser des salaires, et le facteur capital, donc qui va dégager un profit brut. Le PIB, comme nous l'avons vu, peut être donc calculé en valeur, donc c'est-à-dire en euros courants, ce qui signifie que les calculs sont faits avec les prix de l'année, les prix affichés sur les étiquettes, les prix payés, mais il peut être également calculé en volume. À ce moment-là, on divise le PIB en valeur par l'indice des prix de l'année considérée. On parle alors du PIB réel. Et ce terme n'est pas anodin, donc évidemment, ce PIB en volume est beaucoup plus significatif parce qu'on peut avoir un taux de croissance, enfin un PIB qui a fortement augmenté, mais cela peut être dû simplement à une augmentation de prix. Donc une augmentation des prix, donc évidemment à ce moment-là, ça n'aura pas la même signification pour le niveau de vie des ménages et pour les revenus des agents économiques dans ce pays. Un autre agrégat dont on vous parle souvent pour mesurer la croissance économique, c'est le taux de variation du PIB. C'est souvent utilisé dans les médias. Donc, on va prendre à ce moment-là le PIB de la France, par exemple, en T1, donc par exemple en 2019, moins le PIB en T0, c'est-à-dire en 2018, divisé par le PIB en 2018, multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. On obtient donc une valeur relative, un taux de variation, un taux de croissance, sachant que ce taux de variation peut être négatif si le PIB donc en T0 est supérieur au PIB en T1. Ce taux de croissance, pareil, peut être calculé à prix courant ou à prix constant. Nous reparlerons de ce taux de variation lorsque nous commenterons, lors de notre dernier point, un graphique sur l'évolution du taux de croissance du PIB en France. Nous avons un autre agrégat qui va permettre donc de mesurer les manifestations de la croissance sur le niveau de vie. C'est le PIB par habitant. Le PIB par habitant, il se calcule facilement. On va diviser le PIB total par le nombre d'habitants. Et donc là aussi, ça va être beaucoup plus significatif. Vous allez le comprendre si je prends quelques exemples. La Chine, si on prend le PIB total en milliards de dollars, va se retrouver en première position dans le classement mondial. Si on prend le PIB de la Chine, mais cette fois-ci divisé par le nombre d'habitants, elle se retrouve en 84e position dans ce même classement mondial. La France, quant à elle, est en 9e position si on prend le PIB total et en 31e position pour le PIB par habitant. Enfin, les États-Unis sont en 3e position pour le PIB en milliards de dollars, après l'Union européenne, et en 13e position si on prend en compte le PIB par habitant. Voilà quelques chiffres du PIB de la France en 2019. Donc PIB total, PIB par habitant, le taux de croissance. Donc le taux de croissance du PIB en 2019 par rapport en 2018 était de 1,5%.
On voit que l'année précédente, il était de 1,8%, donc un petit peu plus supérieur, donc par rapport au taux de croissance du PIB en 2019 par rapport en 2018. Nous allons revenir sur un point important qui est celui de la répartition de la valeur ajoutée. Cette répartition de la valeur ajoutée, elle va donc être, comme on l'a dit tout à l'heure, répartie entre les différents agents économiques qui ont participé directement ou indirectement donc à la production, à la création de cette richesse. Et elle va permettre donc de satisfaire nos besoins, et notamment aux salariés qui sont en même temps des ménages, satisfaire leur fonction principale, la consommation. D'ailleurs, on espère qu'après cette pandémie, la consommation des Français va reprendre, d'autant plus qu'ils ont fortement épargné pendant ces confinements, et que cette croissance économique va être soutenue par la consommation des ménages, qui est d'ailleurs un des principaux moteurs de la croissance en France. Les entreprises vont aussi donc essayer de satisfaire leur fonction principale qui est d'investir. L'État donc va verser des revenus sociaux, des prestations sociales comme le chômage par exemple, les allocations familiales, des remboursements des soins médicaux, mais l'État, les administrations vont fournir aussi des services publics, des services non marchands, comme l'éducation, la sécurité avec la police, les transports en commun, etc. On va mieux voir grâce à ce schéma la répartition de la valeur ajoutée, donc entre ces trois agents économiques, salariés, État, entreprise. La plus grosse partie de la valeur ajoutée va aller aux salariés, sous forme donc de salaire, mais aussi de primes. Ensuite, une part, comme nous l'avons vu, revient à l'État. Et bien sûr, aux entreprises, on parle de l'excédent brut d'exploitation. Cet excédent brut d'exploitation va permettre de verser donc des dividendes aux apporteurs de capitaux, aux actionnaires, des intérêts à ceux qui ont souscrit des obligations, mais aussi des intérêts versés aux banques, aux entreprises financières, qui iront donc prêter de l'argent aux entreprises pour se développer, pour créer de la richesse. Une partie de cet excédent brut d'exploitation peut être épargnée, mise en réserve au sein de l'entreprise, et il permettra donc à l'entreprise de s'autofinancer, c'est-à-dire de financer elle-même, sans faire appel à des capitaux extérieurs, ses futurs investissements. Donc vous voyez que cette valeur ajoutée va avoir un effet d'entraînement. On peut le représenter aussi sous forme de circuit économique. Tout va être lié et va permettre donc au pays d'augmenter son niveau de vie et à long terme de parler même de développement économique. Donc lorsque cette croissance durera sur plusieurs années et permettra donc de transformer les structures non seulement économiques mais aussi sociales et bien sûr entraîner une baisse du taux de mortalité. Mais il s'agit d'un autre cours et d'un autre sujet. Pour terminer, donc, j'aimerais que nous regardions ce graphique et que nous fassions un petit peu de méthodologie. Il s'agit donc de l'évolution du PIB en France, donc de 1950 à 2015, donc une période relativement longue. Après avoir regardé le titre, bien sûr, il faut tout de suite voir quelle a été l'unité utilisée dans ce graphique. On vous dit donc évolution par rapport à l'année précédente en pourcentage. Donc ça devrait vous faire penser tout de suite au taux de variation dont on a parlé tout à l'heure, donc en pourcentage et par rapport à l'année précédente. Ensuite, en abscisse, on a donc les années, en ordonnée les taux, ces fameux taux de variation, et on se retrouve donc avec deux courbes, une en valeur, taux de variation du PIB en valeur, donc en euros courants, et la courbe rouge représente le taux de variation du PIB en volume, c'est-à-dire corrigé donc de l'augmentation des prix, donc le taux de variation du PIB réel, du PIB
en volume. Donc cette courbe sera beaucoup plus intéressante. Alors ensuite, je vous conseille souvent de prendre un chiffre au hasard donc sur ce graphique et d'essayer de faire une phrase pour voir si vous avez bien compris donc les unités utilisées. Ensuite, il va falloir essayer de trouver la tendance générale, elle est importante puisqu'on a une période assez longue, ce qu'on appelle le trend en économie. Ensuite, suivant la question posée par rapport à ce graphique, ou s'il n'y a pas de question, qu'on vous dit simplement de commenter ce graphique, il faut essayer, il ne s'agit pas de dire là ça a baissé, là ça a augmenté, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il faut essayer de focaliser sur quelques dates, sur quelques points qui vous paraissent intéressants. Lorsque la période est assez longue, on peut essayer de découper le graphique en 2-3 périodes et là aussi de trouver quelques points pertinents à commenter, voire à analyser. Alors, ce que l'on peut dire déjà, c'est que donc on a deux courbes qui sont relativement symétriques avec des écarts quand même différents sur cette période. On a un écart très important entre les deux courbes, entre donc les années 70 et le milieu, la fin des années 80. Pourquoi cet écart important? Je pense que vous avez la réponse. Cet écart est important parce que donc il y avait une inflation importante durant cette période. On parlait même d'inflation à 2 chiffres dans les pays développés. Et donc le taux de croissance important donc sur la courbe verte, par exemple en 1970 de 15% par rapport à l'année précédente, 1969, évidemment il est faussé par l'augmentation des prix. Ensuite, à partir du début des années 80, à peu près, les deux courbes se rapprochent, même parfois elles se confondent. Là, ça veut dire qu'on rentre dans une période où l'inflation est beaucoup plus faible, grâce notamment aux politiques économiques appliquées pour réduire l'inflation dans les années 80. Et même dans les années 2000, on va voir qu'on a des courbes très très proches et on parle à cette époque de déflation. La déflation, c'est la baisse généralisée des prix, le contraire de l'inflation, donc qui est la hausse généralisée des prix. Ce qui n'est pas forcément, la déflation n'est pas toujours forcément bonne non plus pour l'économie, puisqu'elle entraîne une diminution des marges donc des entreprises. Ensuite, évidemment, le taux de variation durant cette période, il n'a fait que varier, que ce soit sur la courbe verte ou rouge. Mais par contre, le PIB, il a pratiquement toujours augmenté durant cette période, plus ou moins fortement. Il n'y a que 3 années où le PIB n'a pas augmenté par rapport à l'année précédente. C'est les 3 années où on a un taux de croissance donc négatif, c'est-à-dire inférieur donc à l'abscisse 0. Là, évidemment, comme le taux de variation est négatif, le PIB, en valeur absolue, a baissé par rapport à l'année précédente. Alors, j'attire votre attention sur ce point parce que souvent, ce n'est pas toujours clair dans les copies, dans vos commentaires, et vous prenez parfois des petits raccourcis, c'est-à-dire que vous allez dire que le PIB a baissé, alors que vous voulez dire que c'est simplement le taux de variation qui a baissé. Alors, le taux de variation peut baisser, mettons s'il est de 5% une année et puis l'année d'après il est simplement de 1%. Le taux de variation a bien baissé, évidemment, mais le PIB, lui, a augmenté. Il a augmenté que de 1%, donc il a augmenté moins fortement, mais il a augmenté. Si on prend le PIB en valeur absolue pour ces deux dates, on verra que donc, même pour l'année où le taux de variation est de 1%, il aura augmenté par rapport à l'année précédente, mais moins fortement. Voilà, je voulais attirer votre attention sur ces quelques points. J'espère que ce cours vous aura permis de comprendre certaines notions qui sont parfois confuses. Merci, à bientôt.